Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de m'accueillir chez vous. Donc, je suis Zainab Rié, je suis la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Et en ce qui concerne mon parcours, il est assez, peut-être un peu atypique, mais pour autant intéressant, pour moi en tout cas. Donc, j'ai été, avant de rejoindre la Fédération hospitalière de France, j'étais directrice du groupe hospitalier du Havre. J'ai été aussi directrice d'un gros établissement psychiatrique en Seine-Saint-Denis. Et puis surtout, j'ai travaillé beaucoup à la coopération territoriale en dirigeant plusieurs établissements et des hôpitaux de proximité avec la médecine des villes. Et l'ingéniosité nous a permis, et la solidarité, d'aboutir à des structures extrêmement intéressantes pour répondre aux besoins de santé. Et puis surtout, avant de devenir directrice d'hôpital et de faire cette grande école à Rennes, j'ai été infirmière. J'ai fait mes études à Necker. Et donc, l'hôpital, c'est un milieu que je connais bien. J'ai d'ailleurs même exercé en clinique en sortie d'études. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'hôpital. Voilà pour être très rapide sur ma présentation. Merci. Et Madame Schibler. Donc, rebonjour à tous. Donc, Christine Schibler, déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Moi, j'ai un parcours aussi de direction d'établissement donc pendant 19 ans. Donc, des hôpitaux privés et aussi directrice générale adjointe d'un gros ESPIC parisien. Et j'ai exercé après 8 ans à l'ARS Île-de-France. J'ai eu la chance de travailler avec Claude Evin et d'être à la tête du pôle établissement de santé de l'Île-de-France. J'ai rejoint la FHP maintenant il y a 4 ans. Et merci vraiment de nous avoir invités. Merci pour votre présence. On va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet qu'on voulait aborder, c'est les coopérations. Et il y a une actualité qui a été donnée par loi Valtou, mais qui était déjà aussi présente dans les préconisations de l'été 2022. C'est comment on fait pour organiser la permanence des soins dans les territoires. Donc je vais donner la parole à Mme Henriette. Comment vous voyez ça? Comment les praticiens peuvent s'investir et qu'est-ce que les établissements peuvent proposer en termes pratiques? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler qu'aujourd'hui, sur les territoires, et quels que soient les territoires, les praticiens s'investissent déjà, qu'ils relèvent du secteur privé ou qu'ils relèvent du secteur public. C'est vrai que la coopération, elle existe. Nous avons le devoir et l'obligation d'améliorer cette coopération. Nous avons ce devoir et cette obligation parce que c'est la population qui nous le demande, et à juste titre. Et face à une raréfaction des ressources, vous le savez, ressources médicales, mais aussi paramédicales, et face aussi aux tensions qui existent en matière d'accès aux soins, et particulièrement de la permanence des soins, puisqu'il s'agissait d'abord d'aborder ce sujet-là, nous devons mieux nous organiser. Alors, pour la FHF, ça fait de longue date où nous considérons que nous devons appeler à une stratégie territoriale d'organisation en matière de santé. Et que plus on laissera la liberté et la souplesse et à l'organisation territoriale, c'est-à-dire à chaque acteur, pour répondre aux véritables besoins de santé, et mieux ce sera. Pour autant, il faut leur apporter des outils pour pouvoir garantir cette coopération. Nous savons aujourd'hui que la coopération n'est pas financée. La coopération, c'est ce qui reste d'ailleurs un des motifs aussi, au-delà de la difficulté des compétences et des recrutements. Donc, comment faire et qui est concerné? D'abord, nous sommes tous concernés pour répondre à ces besoins d'accès en matière de permanence des soins. Comment le faire? Comment le rendre plus pérenne et l'organiser dans le contexte que nous vivons aujourd'hui avec les difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que d'abord, il faut partir des besoins réels de santé, d'accès aux soins et d'accès aux soins particulièrement en permanence des soins sur un territoire donné. Partager ensemble cela. Et puis ensuite se dire comment on peut faire pour organiser au mieux. Mais il faut quand même l'écrire un petit peu. Donc je ne sais pas, ça peut être par exemple un schéma unique d'organisation de cet accès aux soins sur des disciplines particulières, celle en tension par exemple, et que ce schéma commun puisse être opposable. Et bien sûr qu'au-delà de ce chemin commun opposable, nous ayons identifié sur les territoires comment nous organiser, et puis surtout comment aussi faire en sorte que et l'ARS et l'assurance maladie accompagnent aussi cette organisation, parce qu'on sait très bien aussi que les bonnes volontés s'essoufflent. Et que, par ailleurs, aujourd'hui, au-delà
au-delà des difficultés et des tensions démographiques, nous arrivons aussi à une sorte de point de rupture où à la fois assurer cette continuité des soins après 3 années de Covid, dans le contexte de raréfaction des ressources, que ce soit en ville ou à l'hôpital, il nous faut aussi apporter d'autres leviers. Aujourd'hui, la permanence des soins, elle est inégalement répartie. Et malheureusement, ceux qui la portent, elle devient de plus en plus lourde. Donc l'idée, peut-être, c'est à la fois d'alléger, peut-être qu'en réunissant nos forces, ça permettrait d'une part d'alléger la charge sur chacun et chacune, et puis d'autre part, de mieux répondre, en tout cas aux services que nous sommes censés rendre à la population. Et puis enfin, comme d'assurer et de financer au juste prix la permanence des soins, puisque comme vous le savez, la permanence des soins, elle suppose quand même des contraintes très particulières et qui sont de moins en moins en adéquation avec les aspirations. Et ça, on ne peut pas non plus en vouloir aux aspirations et aux évolutions sociétales. Donc il faut aussi pouvoir garantir ce financement, mais les financements ne sont pas illimités. Donc dès lors qu'ils ne sont pas illimités, il ne s'agit pas de créer des lignes de garde et d'astreintes supplémentaires sur un territoire. Il s'agirait déjà de les couvrir, et pour ce faire, de les couvrir de façon partagée, réfléchie. Et quand je dis réfléchie, c'est la réflexion et l'intelligence collective. Ce n'est pas de dire on impose et on dit que telle et telle structure s'organise. Et ensuite, d'en assurer le financement. Voilà pour ces premiers merci. mots. Je vais laisser Madame Schibler compléter éventuellement du point de vue de la FHP par rapport à ce qui vient d'être exprimé. Alors, j'ai en sous-tendu trois questions. Différence de statut, comment on fait? Deuxième question, repos compensateur. Ça, c'est un vrai sujet pour les libéraux. Et troisième question, volontariat. Parce que, en fait, actuellement, tout est flou sur le fait que le volontariat persiste. Et en fait, c'est très important pour que les équipes s'impliquent, à notre sens, du point de vue libéral. S'il y a une obligation, ça va être très compliqué de la mettre en œuvre. Et en tout cas, ça ne sera pas dans l'esprit dans lequel vous avez proposé qu'on travaille, c'est-à-dire un esprit de volontarisme. Alors, peut-être un petit flashback sur l'histoire. Moi, j'ai vécu en fait le premier schéma de la permanence des soins dans les années 2013. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu vraiment une volonté plutôt d'écarter le privé. Bon. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture où les ressources humaines sont rares, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que cette idée de permanence des soins territoriale est absolument indispensable. C'est la raison pour laquelle la FHP s'est exprimée plusieurs fois sur le sujet en disant que, bien entendu, on allait défendre cette idée, mais avec un certain nombre de conditions à réunir. Alors, sur les conditions à réunir, tu parlais à l'instant de la question du volontariat. C'est vrai que nous, on défend cette idée-là et on y tient beaucoup parce que on ne peut pas défendre au niveau national une idée des parties prenantes, de la responsabilité, etc., et de trouver des solutions localement avec des outils qui sont proposés par le national, et puis partir directement sur la contrainte. Donc la contrainte ou la demande du DGARS, qui existe déjà dans les textes, elle est déjà possible, de se réunir et de trouver dans une communauté une solution, ça doit être l'ultime. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de volontariat, si les acteurs ne trouvent pas de solution sur un territoire, eh bien, en dernier lieu, s'il y a un besoin qui est exprimé, le DGARS peut déjà, et doit pouvoir demain, demander aux parties de se réunir, comme il peut demander, par exemple, il peut faire des injonctions sur des coopérations. Il en a vraiment le pouvoir, il peut demander des coopérations. Donc, de la même manière, il peut demander que la PDSES soit organisée. Donc, première chose, volontariat. Ça, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir donc, même droit, même devoir, même responsabilité, mais même reconnaissance. Donc ça, c'est un sujet sur lequel il convient de se pencher parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lignes de PDSES qui ne sont pas payées dans le privé, que ce soit les établissements de santé ou les professionnels libéraux. Donc, il faudra qu'il y ait une rémunération.
et une rémunération qui soit cohérente. On ne dit jamais la même rémunération parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes charges, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire ça doit être équivalent à l'euro, mais qu'il y ait une cohérence de rémunération avec les distinguos qu'il convient de mettre entre astreinte, garde, intervention, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Avoir, bien entendu, une organisation de la PDSES qui soit suffisamment anticipée pour que les praticiens puissent aussi organiser, comme ils sont libéraux, ils ne sont pas salariés, comme ils ne sont pas salariés, ben, ils gagnent de l'argent s'ils travaillent. Et donc, il est important que les plannings soient anticipés, les situations soient anticipées pour que les médecins libéraux et les établissements puissent s'organiser. Un point sur lequel on a attiré l'attention des parlementaires dans le cadre des échanges sur la PPL Valtou, c'est que les médecins puissent exercer dans leur établissement habituel. Donc c'est vrai que pour les chirurgiens et les anesthésistes, c'est absolument crucial, mais pas que, parce qu'en fait, imaginez que un groupe de médecins qui participeraient à la NPDS, par exemple d'ortho, puissent travailler sur un seul site, ça voudrait dire que l'ensemble des dispositifs médicaux qui sont nécessaires, des prothèses, des machins, devraient être sur le site. Bon, je veux dire, ça serait extrêmement coûteux, pas réaliste, et en tout cas très délétère sur la qualité et la sécurité des soins. Donc nous ne souhaitons pas que l'exercice soit dans un lieu différent. Là-dessus, d'ailleurs, en Ile-de-France, fonctionnent depuis de nombreuses années des astreintes, des PDSES bisites, entre soit deux hôpitaux, soit un hôpital et un hôpital privé. Donc c'est quelque chose qui est expérimenté depuis de nombreuses années, qui est tout à fait réalisable, mais qui nécessite bien sûr une organisation. Donc bon, voilà, comme tu l'as compris, on souhaite qu'il y ait quelque chose d'assez équilibré. Après, sur la méthode d'élaboration, moi je pense vraiment fondamentalement qu'il faut 2 temps. Un temps d'évaluation des besoins. On a une force par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'aujourd'hui il y a des chiffres. Donc, pour évaluer les besoins, il faut demander, il faut que les ARS fournissent les chiffres. Et donc, les chiffres, il y en a plusieurs. Il y a la description des PDSES, la description du nombre d'interventions pendant la PDSES, donc l'utilité de la ligne. Et après, il y a un autre chiffre qui est important, c'est le financement de cette ligne. La PDSES est un budget extrêmement important. Donc, comme on sait qu'on est à budget constant, budget un peu contraint, il est extrêmement important qu'on ait une bonne évaluation de la bonne utilité de telle ligne PDSES ou alors de la redéployer pour d'autres, etc. Donc on pense qu'il faut un temps d'évaluation des besoins avec des chiffres et pas simplement des histoires de garde, mais un vrai regard, une cartographie finalement des besoins. Et puis après, un deuxième temps avec un appel à projet et en encourageant bien entendu les coopérations là où elles peuvent se faire, parce que c'est un intérêt commun d'avoir des coopérations sur un territoire et effectivement que la charge soit équilibrée, le plus équilibrée possible entre les différents acteurs. Là-dessus, on s'est exprimé de nombreuses fois auprès du ministre, donc même droit, même responsabilité, même devoir, même reconnaissance, et donc on est prêt à s'engager et à appuyer bien sûr les communautés médicales dans toute cette organisation, nous, au niveau des établissements privés. Oui, vous êtes d'accord toutes les deux alors? Ah bah, tout à fait, c'est-à-dire que même droit, même obligation, même devoir, combien même on ne serait pas d'accord sur ce sujet-là, les patients nous le rappellent. Et je pense que maintenant, tout le monde est, vous disiez responsable et volontariat, je crois, il y a l'engagement, parce que tout le monde est engagé en matière de santé, hein, quel que soit le lieu d'exercice, mais c'est encore mieux quand on le rend visible, cet engagement, et que nous n'ayons pas de trou dans la raquette. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est bien cela. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Oui. Eric, je te passe le micro. Oui, tu sais que c'est enregistré, c'est mieux que tu parles au micro. Oui, je vous remercie un peu de vos commentaires, de vos réactions à toutes les deux. Je me retournerai plutôt vers la FHF. Vous venez de réinsister sur quelque chose qui est cher à M. Valtou, et on l'a bien vécu, mal vécu mais bien perçu, au cours de sa campagne, sur les libéraux ne prennent pas leur part, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment crispé les professionnels de santé libéraux. Je suis neurochirurgien libéral. Il y a des choses qui ont été très difficilement vécues et que je considère comme inaudibles et qu'on ne veut plus entendre. Par contre, il y a une chose qui est extrêmement importante. Il réclamait de la réciprocité et réclamait de l'équité. Nous, CNURPS, nous lui avons répondu que nous voulons de l'équité. Pourquoi? Parce que j'ai opéré la semaine dernière un jeune homme qui faisait un hématome spontané compressif médulaire dans le cadre d'une méningite.
Et je l'ai opéré un vendredi à 17h parce que l'hôpital répondait que je ne pouvais pas l'opérer à l'hôpital parce que les salles tournaient encore. J'ai fait venir, on a fini l'intervention à 20h. Il n'y a aucune ligne de permanence de soins, il n'y a pas d'acte, ni de majoration d'acte d'urgence dans ce type de cadre-là. Ça a coûté de l'argent de transfert, ça a coûté des heures supplémentaires d'IAD, d'IBOD, qui ne sont pas revalorisées. Et donc là, il y a véritablement un sujet fondamental sur lequel il va falloir qu'on vienne. Nous, on a fait des propositions dans ce cadre-là, mais il faut qu'on voit. Et derrière cet aspect-là, qui est basé sur ma seule initiative, je suis allé à Auréa, on a pris la décision, il n'y avait pas de place à l'hôpital, bon, on l'a fait. Pas de souci, on a rendu service aux patients, c'est notre première mission. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait cette reconnaissance-là, parce qu'on ne l'a pas senti véritablement du monde hospitalier. On tend des mains qui ne sont pas saisies par nos confrères ou par les directions hospitalières publiques. Ça nous paraît important. Et la troisième chose, c'est la loi Valtou. La loi Valtou, telle qu'elle vient d'être votée, on l'a évoqué ce matin, c'est le DGRS peut saisir les libéraux pour participer à permanence de soins. Il n'y a plus de notion de volontariat. Il y a une notion de menace sur leurs autorisations. Très bien. Dans ces cas-là, est-ce que l'on est prêt à redébattre de la notion de, sur la base du volontariat, du temps de travail additionnel des PH, parce que quel est le pourcentage de PH et de PUPH qui réellement participent à ces charges-là? Parce qu'on entend beaucoup d'attaques contre les libéraux, on entend peu de bilan réel au sein de l'hôpital public. Et je rappelle toujours une chose qui me paraît fondamentale dans la période de crise actuelle que l'on a, c'est que tous les spécialistes libéraux sont des hospitaliers qui ont choisi de quitter l'hôpital. Donc j'aimerais avoir un peu comment est-ce qu'on peut avancer pour aller au-delà de ces clivages qui ont été vraiment entretenus, très mal vécus et sur lesquels nous on est prêts à avancer. Mais voilà, on voudrait aller au-delà des simples mots de réciprocité, d'équité et comment est-ce que maintenant concrètement chacun reconnaît l'autre à sa juste valeur et dans une vraie équité qu'on ne voit pas. Ce que moi j'ai connu dans ma région l'année dernière où quand on appelait les libéraux, on les appelait le 12 août pour prendre la garde du 14 et du 15 août ou bien du dimanche ou bien des jours fériés, mais jamais en milieu de semaine quand ça arrange tout le monde. Oui, alors je vais vous répondre sur 3 points. Tout d'abord, on voit bien donc la nécessité, pour que les choses soient très claires, d'avoir un schéma commun, territorial, qui dit précisément comment on s'organise. Et secondement, donc c'est nécessaire. L'exemple que vous avez utilisé, je le reconnais tout à fait, mais je pourrais vous donner d'autres exemples de situations inverses. Et comme vous le savez, le monde médical n'est pas non plus un monde des bisounours. Vous connaissez les relations confraternelles, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. L'objet, c'est vraiment pas de diviser les professionnels de santé que vous êtes et quel que soit le lieu d'exercice. Et donc, je pense qu'il faut se prémunir de la façon dont on dit les choses, mais c'est valable de tous les côtés, y compris sur les réseaux sociaux. Il y a une violence extrême. Alors, on a tendance à dire que notre société, la violence augmente, et notamment chez les personnes qui, malheureusement, n'ont pas suffisamment de vocabulaire pour s'exprimer. Eh bien, je peux vous garantir que Bac+10, Bac+15 n'exonère en rien cette violence. Et ça ne sert à rien. Et donc, l'idée... Et en plus, ça ne fait que déstabiliser le sujet. Parce que le patient, qu'est-ce qu'il voit? Le patient, il voit un médecin, qu'il soit en clinique, qu'il soit à l'hôpital. Lui, ce qu'il demande, c'est d'être soigné. Ensuite, les histoires entre médecins, c'est leur problème. Les histoires entre hôpitaux et cliniques, c'est aussi leur problème. Mais au bout d'un moment, et quand on est dans une situation difficile, et qu'on a la chance en plus en France d'avoir un système de santé avec des acteurs divers, et bien au bout d'un moment, quand c'est compliqué, il vaut mieux se dire les choses, les écrire, et ensuite, effectivement, c'est sur la base du volontariat. Mais au bout d'un moment, si personne ne bouge, il faut bien faire quelque chose. Vous savez, dans vos services, eh ben, si tout le monde veut poser ses congés au mois d'août, eh ben, soit on ferme le service, mais ce n'est pas toujours possible de le fermer, soit il faut prendre une décision. Parce que si vous gériez les cliniques et les hôpitaux en se disant bah, personne ne décide à la fin, eh ben, on ne fait rien. Donc l'idée, c'est bien ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de volontariat, j'aimais bien l'expression en responsabilité et en engagement. En engagement et en responsabilité, ça ne veut pas dire qu'il y a une catégorie qui est responsable de l'autre catégorie. Non, ça veut dire qu'effectivement, tout le monde est adulte et suffisamment conscient des difficultés. Et in fine, effectivement, si on n'arrive pas à écrire ce schéma, bah, il faut bien que quelqu'un l'arrête. Et c'est ce que dit la PPL d'accès aux soins. Et elle ne dit pas autre... Ah bah, attendez, on peut lire les textes. Hein. Elle ne dit pas autre chose. Oui, bonjour madame, je vous remercie pour vos interventions. Je voudrais soulever 2 petits problèmes qui me paraissent importants. Sur la PDSES, il y a quand même un problème majeur, c'est les jeunes générations qui ne supportent plus de faire des PDSES
y compris en hôpital public, qui fuient. Et que fait... Alors, ce n'est pas l'hôpital public que j'accuse, c'est le ministère, le gouvernement, pour la reconnaissance de l'expertise médicale dans le cadre de ces PDSES. J'ai écrit plusieurs fois que rémunérer une astreinte à l'hôpital 42 €, et si on se déplace, on a 60 € de plus pour avoir fait une thrombolyse, et que par ailleurs, une garde d'un PUPH à Strasbourg, c'est 250 € sur place. Ce n'est pas possible de rester comme ça, et vous ne garderez pas vos médecins. Et il ne faut pas s'imaginer qu'en faisant fuir les médecins de l'hôpital, on va les remplacer par des libéraux. C'est totalement illusoire. Donc ça, c'est la reconnaissance de la permanence des soins est un élément, à mon avis, fondamental, et sinon, on ne résoudra pas le problème. Deuxième élément, je crois qu'on a parlé, notamment Monsieur le ministre a parlé de pénibilité qui devait être partagée. On parle d'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est la PDSES, mais c'est également l'accès aux soins non programmés dans le territoire. Et que si on enlève des libéraux qui doivent, et ça je reconnais, les libéraux doivent s'organiser pour l'accès aux soins non programmés, si on les enlève et qu'on les met en garde, ils n'auront plus de temps pour les soins non programmés, et on va accumuler des arrivées aux urgences pour des hospitalisations évitables. Donc moi je crois beaucoup à la complémentarité, sur la base du volontariat, la participation à la PDSES, mais aussi nous, libéraux de ville, nous devons assurer les soins non programmés de façon organisée. On a parlé tout à l'heure des ESS, c'est un des moyens d'organiser dans les spécialités, et que c'est comme ça qu'on permettra de répondre à l'accès aux soins, et ce n'est pas en voulant forcer certains à aller quelque part. On est complémentaires dans la réponse aux soins urgents, aux semi-urgents, et à mon avis, c'est ça l'organisation territoriale qui permettra de résoudre le problème. Alors, tout à fait. D'ailleurs, sur la première partie de votre question, lors du Ségur de la santé, la FHF a apporté deux axes prioritaires en début de crise. C'était d'une part le constat que les rémunérations, ne serait-ce que des paramédicaux, étaient insuffisantes. Qu'il fallait aussi pouvoir investir et maintenir l'investissement. Et la deuxième, c'était que s'agissant également des rémunérations des personnels médicaux, il y avait probablement aussi un effort à faire, mais il y avait surtout à revaloriser la permanence des soins, qu'il s'agisse des gardes ou des astreintes. Il se trouve que les organisations syndicales n'ont pas fait le même choix. On souhaitait que les rémunérations soient revues à la hausse pour l'ensemble des praticiens hospitaliers. Et donc, le sujet de la permanence des soins n'a pas été évoqué. C'est la raison pour laquelle, au moment de la régulation de l'intérim, que la FHF a d'ailleurs appelé également de ses voeux, il a été demandé à ce que soient ouverts en même temps des discussions avec les organisations syndicales de personnel médical pour justement évoquer les freins et les difficultés à pouvoir assurer correctement l'exercice. Et la permanence des soins en est un sujet. Bon, il se trouve qu'il y a eu 2 ou 3 réunions. Ces réunions étaient déjà techniques pour poser les choses et que malheureusement, il n'y a pas eu de mandat budgétaire qui a permis de continuer. Donc, nous avons écrit, pas plus tard que la semaine dernière, au ministre pour lui demander de rouvrir les réunions de négociation avec les organisations syndicales et de proposer des mesures concrètes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un dispositif de revalorisation de la rémunération des gardes et des astreintes, mais qui s'arrête au 31 août. Et donc, bien évidemment, et par ailleurs, sur la question de comment on vit ces métiers de la santé, alors moi, c'est vrai que j'aime pas trop le terme de pénibilité et de contrainte. Alors, on dit souvent nos suggestions liées à ces métiers. C'est vrai que, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours des malades. Qu'on le veuille ou non, il faudra les prendre en charge le matin, la nuit, le soir, le week-end, les jours fériés. Et donc, il va falloir probablement à la fois concilier les deux. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire derrière, comme le dit souvent Agnès Firmin-Lebaudot, pour remplacer un médecin généraliste qui part en retraite, il en faut plus de 2 ? Est-ce que c'est ça ? Ben ça, probablement. Et ça va supposer clairement aussi un débat de société, un Ondam,
à la hauteur de cela. Parce que vous avez raison de dire que la charge, au-delà du caractère pénible, des contraintes en dehors des heures ouvrables et de la vie normale de tout à chacun, la charge en soins, la charge qui pèse aussi sur les médecins est trop lourde aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de 36 façons de la résoudre. Ou bien on répartit cette charge quand on peut la répartir pour l'alléger et que chacun en ait moins, ou bien on augmente ceux qui doivent se répartir cette charge quand c'est possible de le faire. Mais comme vous le savez, il faut une décennie pour former des médecins. Donc, comment on répond à cela? Donc, il y a d'autres solutions qui sont proposées. Et puis enfin, en termes d'organisation, de restructuration, c'est vrai qu'avoir des interlocuteurs qui soient structurés, c'est essentiel, mais également à l'hôpital public. Dans le cadre de l'offre de soins publics, nous avons commencé aussi à structurer, à organiser, parce qu'aucun intérêt, par exemple, à alourdir encore plus la charge sur une équipe de services d'urgence, par exemple, en maintenant d'autres services d'urgence sur le même territoire, à des tranches horaires où on sait en plus que le flux de patients ne sera pas à la hauteur de la présence effective. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre et adapter les établissements aux besoins, organiser au mieux les filières, c'est ce que nous faisons au sein de nos groupements hospitaliers de territoire, pour que la charge soit allégée et que le soin continue à être de qualité. Vous savez que là aussi, il y a aussi des enjeux politiques. Regardez le sujet, par exemple, des maternités, tout en sachant qu'il y a la question de la sécurité et de la qualité des soins et il y a la question de la proximité. Mais on y reviendra peut-être après dans les autres questions, parce que je crois qu'on l'aborde ensuite. Oui. Alors, en fait, on va un peu continuer dans un sujet en continuité. On a parlé de beaucoup de permanence des soins, de continuité des soins, mais il y a des sujets de coopération qui dépassent ce sujet simplement de permanence des soins. Et je voudrais poser maintenant la question, quelle coopération et comment on fait dans les territoires pour organiser des coopérations sur des parcours, sur des projets communs, des choses qui permettent de mieux prendre en charge la population. Et c'est dans la continuité de ce que vous venez de dire sur finalement le besoin de réorganiser la ressource. Alors, c'est ce que Zénab a dit, c'est que coopération et le plus de coopération possible. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques conditions à réunir. Alors, on a montré que c'était possible, puisque, notamment pendant les crises... Non, pas partout. Mais pendant la crise sanitaire, on a réussi quand même, dans beaucoup d'endroits et la plupart des endroits, à trouver des solutions pour faire face. Et on a fait face. Donc, c'est possible. Donc, la coopération, c'est possible. Maintenant, aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins à la coopération. Et ça, ces freins, il faudrait les dépasser. Alors, un des freins principaux, c'est la faute de l'État, puisque rien n'est organisé au niveau des textes pour que les choses soient équilibrées. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de restauration de l'unicité du système de santé, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont très intéressantes sur la coopération, permanence des soins communes, territoriales, etc., donc, auxquelles on adhère, bien entendu. Mais après, il y a tellement de distinctions qui sont faites selon les statuts et pas selon les missions, que là, on a un petit sujet, Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait l'avènement d'un vrai service public de santé autour des missions, qu'on revienne sur les missions et qu'on partage ces missions. Donc la permanence des soins, c'est un excellent sujet. Il faut qu'on y aille le plus vite possible et dans les conditions qu'on a décrites tout à l'heure, mais qu'on puisse le faire. Mais il y a aussi un enjeu de quitter l'approche par statut. Ça, c'est quelque chose d'important parce que si on n'a pas, si effectivement on se dit sur un territoire, la coopération doit permettre d'alléger la charge, de faire les choses intelligemment, d'utiliser la ressource intelligemment, etc. Et si derrière, il y a trop de distinguo entre soit les réglementations, soit les financements, soit les charges qui incombent à chacun, soit la rémunération des professionnels, parce que par exemple, tu citais tout à l'heure, Zénab, les mesures Braun. Donc les mesures Braun sont les mesures de majoration, nuit, heures supplémentaires, indemnités, suggestions, etc., qui ont été données depuis l'été dernier
le problème, c'est qu'elles ont été données qu'aux établissements publics, et c'est 1,3 milliard. Non, pas en continu, mais il y a 1,3 milliard qui a été donné uniquement au public, au total, quand tu fais le total. Et en fait, nous, on n'en bénéficie pas. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est qu'à partir du moment où on se dit coopération le plus possible, partage des missions, partage des contraintes aussi, parce qu'il y a des contraintes, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur la cohérence des financements et la cohérence des financements de la contrainte, notamment des rémunérations des professionnels, que ce soit les médecins libéraux ou les... Voilà. Donc, nous, on est vraiment très engagés sur ces questions de coopération et de mission. On a indiqué au ministre qu'au-delà de la PDSES, il y avait d'autres sujets qui étaient devant nous et qu'on serait là, on serait présent comme on a été là, comme on a été présent ces dernières années. Mais qu'il faudra aussi qu'on ouvre des sujets pour qu'on crée en fait les conditions de la meilleure coopération. Alors qu'aujourd'hui, il y a des textes, il y a des choses qui sont trop différentes entre une discrimination par le statut et pas par la mission. Donc voilà, donc c'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel je ne doute pas qu'on réussisse. Bon, si je peux me permettre d'intervenir, je vais rattraper. Moi, j'avais juste un point à dire tout à l'heure sur la permanence des soins. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas une rémunération satisfaisante des activités d'urgence, pourquoi voulez-vous qu'un orthopédiste qui a une activité réglée et avec un délai de prise en charge des patients s'occupe de traumatologie où il va être emmerdé, sa RCP va flamber parce que de toute façon il y aura des complications et donc des procès derrière, qu'il n'est pas couvert et qu'il y aura les arrêts de travail à gérer derrière, et on voit bien qu'il y a une politique de limitation des arrêts de travail qui est en cours. Donc ça, c'était le petit aparté. Moi, je reviens sur le sujet actuel. On ne peut pas avoir de coopération si on n'a pas avant commencé par la base, c'est-à-dire l'analyse sur le territoire des besoins de soins. Voilà. S'il n'y a pas d'analyse des territoires avec les besoins de soins, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous allez faire comme coopération. Parce qu'une fois que vous avez fait... Et on n'a pas les outils. J'aimerais bien qu'on ait les outils d'analyse des besoins de soins. Mais si on n'a pas ce travail préparatoire, en face, on ne peut pas mettre... une fois que vous avez défini ces besoins de soins, vous pouvez dire avec quel professionnel je gère ces besoins de soins. Et comment je peux organiser les coopérations, les délégations de tâches, et ça va au-delà de juste les urgences, ça va dans la prise en charge complète des patients. Et mon dada, c'est qu'il n'y a pas que les urgences, il y a 80%, c'est la pathologie chronique. Et 80% de cette pathologie chronique, elle passe en ville, donc il faudra favoriser ces parcours de soins. Donc, analysons d'abord les parcours et les besoins. Et je vois que c'est difficile parce que les missions qu'on donne au CPTS ou les missions sont définies les missions SOC sont définies par en haut et ne sont pas adaptées au territoire. Ça nous pose des problèmes. C'est que si vous n'avez pas cette analyse qui est faite dans les territoires, vous n'avez pas après derrière l'adhésion des professionnels à gérer le problème. Si on dit, voilà, c'est un problème d'obésité, ok, c'est un problème mission nationale, etc., tout le monde s'en top. Par contre, si dans le territoire, on se dit, oui, on a quand même un problème de complications de l'obésité, une population, etc., on va s'atteler et on va se mettre ensemble à travailler sur les filières d'éducation thérapeutique, de prise en charge et de coopération interprofessionnelle. Donc c'est pour ça que tant qu'il n'y a pas cet outil analyse des besoins de soins, on ne peut pas faire construire le reste. Alors peut-être en réponse, vous avez tout à fait raison et je vais vous donner des exemples concrets. Mais d'abord, je voulais répondre à Christine. Il faut arrêter d'utiliser les statuts comme blocage. Ce sont des outils. Pas de la même façon, ça voudrait dire que le statut libéral n'est pas compatible avec la réponse aux besoins. C'est faux. Voilà. Donc, alors, si je dis ça, je sors plus d'ici. Voilà, j'ai l'impression. Non. Donc, je crois que, vous savez, c'est des outils. Après, on en fait ce que l'on veut. Et parlons des choses vraies. Mais bon, on va pas polémiquer. Je voulais juste vous répondre. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que une fois qu'on part des besoins, et on peut le faire. Aujourd'hui, on a suffisamment de choses. Je vais vous raconter et vous expliquer, vous donner des exemples. Il y a aujourd'hui une expérience autour de 2 pathologies, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Et parlons de diabète de type 2.
Cette expérience est lancée sur 5 territoires. Le Douaisis, la Cornouaille, la Haute-Saône, j'ai oublié les deux autres, mais ça va me revenir. Oui, Cornouailles, le Douaisis, la Haute-Saône, l'Aube-le-Cézanais, et il m'en manque encore un, mais qui me reviendra. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les professionnels? En fait, il y avait déjà une certaine maturité, parce qu'heureusement que dans beaucoup de territoires, les professionnels de ville comme hospitaliers se parlent déjà dans l'exercice courant de leurs fonctions, mais aussi travaillent ensemble et essayent de résoudre quelques difficultés. Des professionnels de ville et des professionnels hospitaliers se sont dit c'est pas possible que sur notre territoire on ait des pieds diabétiques et des amputations supérieures à la moyenne nationale. Il nous faut faire quelque chose. En discutant ensemble, en discutant aussi avec le maire, prenons le cas du Douaisis, le maire de Douai, qui est d'ailleurs au bureau de l'AMF en charge de la santé et qui est très investi sur ces sujets-là, les équipes se sont dit il va falloir que l'on fasse quelque chose et travailler ensemble. Ce sont les équipes. Alors la FHF les a accompagnés. Donc la médecine, les professionnels de ville, il y avait une CPTS, il y avait le GHT, il y avait aussi les associations et la mairie. Et ensemble, ils ont élaboré une approche clinique, une méthode. Et puis derrière, nous avons essayé d'obtenir des financements. Parce que pendant que le médecin ou l'infirmière libérale est à ses réunions, il n'est pas payé, puis il ne fait pas ses consultes, il ne fait pas son activité. Et puis ils se sont fixés des objectifs. La population, à partir des données de la population a été stratifiée au regard de la pathologie. Le principe, il est simple, c'est qu'éviter qu'un patient passe d'une strate à l'autre, donc qu'il fasse des complications. Et ce que nous constatons, nous avons les premiers résultats. Dans les 5 territoires, le nombre d'hospitalisations via les urgences pour complications de diabète de type 2 a chuté. Et parallèlement, le nombre d'hospitalisations en ambulatoire a augmenté. De la même façon, le nombre d'amputations est en train de chuter. J'étais il y a 2 jours à Vesoul. À Vesoul, c'est extraordinaire. C'est l'ensemble des équipes qui travaillent ensemble. Et alors, ça donne du sens aux professionnels, quel que soit leur lieu d'exercice. Ça leur permet aussi, d'ailleurs là, de faire même beaucoup plus de propositions. Par exemple, il y avait un médecin libéral qui évoquait l'idée de dire « Mais pourquoi vous ne développez pas plus de consultations d'expertise, de consultations experts ?» Parce qu'on en ressent le besoin. Et donc, vraiment, ça fonctionne. Le tout, c'est d'arriver à ce que cette démarche soit financée correctement et surtout qu'elle soit pérennisée. Parce que malheureusement, nous sommes encore dans une logique où nous avons un système de soins qui est essentiellement curatif. Il est d'ailleurs financé comme cela et il ne permet pas de faire tout cela. Donc l'idée, c'est de sortir un peu ce que l'on appelait la responsabilité populationnelle, pour l'inscrire dans une réforme systémique de notre système de santé, et puis d'un territoire à l'autre, elle s'organise différemment, je veux dire en fonction des forces en présence. Et je peux vous dire que nous l'avons lancé en 2018, nous sommes en 2023, et vraiment les résultats sont là, tant en termes de sens qu'en termes de résultats pour la population et les patients. Oui, il y avait des questions dans la salle, j'avais vu... Ça reste dans l'expérimentation et on n'arrive jamais à... Oui, vas-y. C'est ça qui Non, mais Hubert... Et après Oui, après, tu pourrais après, c'est pas... Hubert Lehété, dont vous parliez tout à l'heure d'intelligence collective. En Bretagne, on a la chance de pouvoir travailler avec nos 2 fédérations. On a travaillé sur la responsabilité populationnelle ou approche populationnelle, qui est chère à M. Malone, et qu'on a relayé donc, au niveau du pays de Quimper, parce qu'il y avait des potentiels d'amélioration dans le nombre d'intégrations. Et on a, avec Mme Conan-Mathieu notamment, essayé d'intégrer, on va intégrer le comité de pilotage. Donc c'est vrai qu'on a le souci de cet accès aux soins en Bretagne et cette collaboration en intelligence avec la Fédération hospitalière publique.
loin de peut-être certains positionnements dogmatiques nationaux, parce que nous, on travaille depuis 10-15 ans avec les personnes qu'on connaît parfaitement bien. Et on l'a fait aussi avec la Fédération hospitalière privée, il n'y a pas très longtemps, et notamment avec la collaboration des établissements et des CPTS. Probablement que les ESS aussi viendront le compléter. Voilà, donc cette permanence des soins, cet accès aux soins, c'est quelque chose qu'on mène avec Thierry Labarthe dans vos 2 fédérations en Bretagne. Oui, merci, allez-y madame. Non, j'allais dire tout à fait, on travaille tout à fait ensemble. C'est pour ça que je vous dis, la question du statut, elle est vraiment accessoire. L'idée, c'est de partager et de enfin, il ne faut pas l'écarter comme ça. Non, mais de dire que le statut qui empêche d'évoluer et de faire progresser un système de santé, à mon sens, c'est pas tout à fait vrai. C'est même plutôt faux. Puisqu'on a un système de santé qui est divers, qui est complémentaire. En revanche, c'est de se fixer les vrais objectifs, c'est-à-dire, comme vous l'avez très justement dit, bien identifier les besoins de santé, répondre exactement à ces besoins de santé, donner la possibilité aux professionnels de s'organiser pour y répondre et d'assurer une organisation qui soit pérenne, parce que dépenser de l'énergie pour soigner, certes, c'est extraordinaire, mais dépenser de l'énergie aussi à se dire comment je vais pouvoir continuer à mettre en place tout ce que j'ai mis et dont je ne vois pas de lisibilité, ça ne va pas. D'où la raison d'ailleurs, et ça nous le portons ensemble, les fédérations le demandent, en matière de financement, c'est d'avoir une lisibilité, d'avoir des financements pluriannuels pour pouvoir se projeter, pour pouvoir investir, et c'est ce que nous avons obtenu, l'ensemble des fédérations en 2018. Nous avions signé un protocole de pluriannualité de financement, et nous le redemandons là, donc nous espérons être entendus. Et on profite effectivement de l'arrivée de Thomas Fatome, hein, notamment pour rappeler à la fois, mais je sais qu'il est convaincu sur la question de l'engagement territorial, la question de mieux valoriser la prévention, la question de reconnaître le rôle des uns et des autres, parce que il faut se le dire, notre système de santé, il nous faut le rendre vertueux, et tant dans son financement que dans son efficacité. Et plus on maintiendra une population en bonne santé, en tout cas en évitant les complications et en évitant la perte d'autonomie, mieux ce sera pour la population, mieux ce sera pour notre société, et mieux ce sera pour notre système de santé sur le plan financement. Je voulais, excusez-moi pour la voix, je cherche un ORL. Je voulais revenir sur votre expérimentation dans le diabète de type 2. D'abord, je veux bien connaître le nom de... Pour regarder, moi je suis endocrino-diabétologue. Et depuis 11 ou 12 ans, officiellement plus longtemps, j'ai développé de l'ambulatoire en clinique. Depuis très longtemps. Donc je vous confirme, ça marche très bien. Bien mieux que de mettre les gens dans des lits en pyjama, les rendre acteurs de leur santé. Mais effectivement, hein, j'ai la chance d'être dans un établissement indépendant du groupe Santé Cité qui m'a laissé faire ça, qui déplore des pertes financières en lien avec les moyens qu'ils m'ont alloués depuis et la confiance qu'ils m'ont laissée depuis ce temps-là. Et effectivement, il faut absolument faire bouger. Alors c'est quand même dommage qu'on soit obligé de passer par des expérimentations venant du public, puisque c'est ce que vous nous avez raconté. C'est le libéral, mais c'est le public qui, entre guillemets, s'empare du dispositif, parce que le terrain est comme ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le problème, c'est que des gens comme moi, mon directeur clinique m'a toujours dit, de toute façon, je ne pensais pas que vous vous accrocheriez, parce que c'était impossible à faire. Donc voilà, le souci, c'est ça, c'est que tant qu'il n'y a pas cette revalorisation, tant qu'il n'y a pas ces moyens sur la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, on est plutôt sur la prévention secondaire, là, bah effectivement, il faut des tarés pour le faire, mais par contre, ça marche super bien. Et nos patients vont très bien, je vous confirme. Je n'ai pas amputé un pied depuis 10 ans. Oui, tout à fait. Merci. Alors, excusez-moi, on a encore 5-10 minutes, mais il faut qu'on aborde un sujet d'importance. Alors, on avait, dans la préparation, on avait identifié 3 sujets encore. Le premier sujet, c'était les liens des fédérations avec les CPTS. Je ne sais pas, on en a parlé un peu. Le deuxième sujet, c'était la présence de tous les médecins, y compris les praticiens, enfin les praticiens hospitaliers bien sûr, mais les médecins libéraux dans les hôpitaux de proximité et aussi les médecins spécialistes dans les hôpitaux de proximité. Et puis le troisième sujet, c'était les équipes de soins spécialisées. Alors peut-être tous ces sujets se rejoignent,
parce qu'en fait, c'est de l'organisation aussi territoriale, c'est de la coopération et c'est de la présence dans les territoires au sein des différentes structures qui se mettent en place. Je vais laisser la parole tout d'abord à Mme Schibler, qui a peu parlé et qui aura peut-être un avis à nous donner sur ces 3 sujets, qui peuvent se rejoindre ou pas, mais en tout cas qui méritent attention, avec une attention toute particulière vue de la CNURPS sur les équipes de soins spécialisées qui sont, à notre avis, l'avenir des spécialités est essentiel pour prévoir en fait, la prise en charge de la population dans les territoires où c'est tendu. Donc, alors, pour parler des CPTS, donc, nous on était pas tout à fait d'accord avec l'article du projet de loi de M. Valtou sur une obligation d'adhésion, puisque ça n'a aucun sens. C'est quelque chose de nature à complètement enlever la substantifique moelle du CPTS. Donc nous, on s'exprimait violemment contre, en disant c'est un non-sens. Voilà. Donc la CPTS, c'est basé sur le volontariat, c'est basé surtout sur le projet. Au niveau d'établissements privés, nous, on souhaite être le plus possible présent et travailler avec les CPTS. Donc on y accorde une importance, même si elles sont tellement différentes que c'est compliqué de se faire une doctrine ou de donner des outils à nos adhérents, parce qu'il y a une diversité des projets selon les territoires, selon les personnes qui les portent, etc., qui fait que les choses ne peuvent pas être homogènes. Mais en tout cas, notre souhait, c'est que à la fois la CPTS reste avec le projet qu'elle monte, à la fois que les établissements s'y impliquent, mais sans dénaturer les projets des CPTS. Donc nous, on demande à être présents, à être associés, trouver des projets sur lesquels on peut s'associer, avec les autres établissements d'ailleurs, quel que soit leur statut, mais sans dénaturer le fond de la CPTS. Après, donc, sur les hôpitaux de proximité, alors là, je vais dire des choses plutôt de principe, parce que les établissements privés qui ont été reconnus de proximité, ils se comptent sur les doigts de la main, donc on n'a pas beaucoup d'exemples. Par contre, sur le plan du principe, il me semble qu'il faut qu'il y ait un équilibre des parcours professionnels et des possibilités d'exercice. Donc c'est vrai qu'il me semble qu'aujourd'hui, et d'autant plus parce qu'il y a une raréfaction de la ressource humaine au sens large, que ce soit les paramédicaux ou les médecins, qu'on travaille le plus possible sur des statuts, des parcours, des exercices mixtes qui permettent à des praticiens de travailler dans le public, dans le privé, dans les deux en même temps. Et donc à l'hôpital de proximité, quand on a un hôpital de proximité, ça veut dire que c'est l'endroit où c'est un des seuls endroits où il reste de la lumière. Donc imaginez qu'on va se priver des quelques personnes, hommes ou femmes, qui sont là et éventuellement qui sont des libéraux. Ben, c'est un non-sens, puisqu'il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de personnes pour porter la lumière, et donc il faut prendre ceux qui sont là, les acteurs qui sont là. Donc nous, on milite de manière générale sur utilisons et facilitons la vie des personnes qui sont sur un territoire, qui peuvent participer à ces missions, les partager, mais pour cela, il faut que les choses soient équitables. Et c'est vrai que quand il y a un texte qui ne vise que certaines catégories et pas les autres sans les prendre en compte, on le vit toujours comme quelque chose d'un peu difficile. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, quand on est médecin libéral et qu'on exerce dans un hôpital de proximité, l'idéal, c'est d'avoir un cabinet secondaire, et c'est compliqué pour les médecins libéraux. Alors qu'effectivement, quand on est praticien hospitalier, on est favorisé pour ça, et ce n'est pas le cas pour les libéraux. Ouais, de la même manière. Si un praticien hospitalier, il a une indemnité de multisite. Oui, multisite. Et par contre, oui, un libéral, ça lui coûte du logiciel, du temps, de la voiture, qui n'est pas pris en compte dans son financement. Non. Et non seulement ça, mais en plus, c'est un exercice qui est souvent moins confortable, parce qu'il n'a pas toute la logistique qu'il a dans son cabinet. Et les cabinets secondaires dans les hôpitaux de proximité, à mon avis, c'est essentiel pour justement que tous les praticiens puissent être au service de la population de ce territoire en difficulté. Et moi, à mon avis, il y a une réflexion à avoir sur ces statuts, qui sont effectivement, là, il y a une vraie différence de statut, et sur effectivement les financements des consultations avancées. Vous voulez nous parler des ESS Christine Schibler, je voulais vous répondre moi, sur les hôpitaux de proximité. Non, juste vous dire que, en fait, c'est dans l'ADN des hôpitaux de proximité que d'avoir un exercice mixte. Alors certes, 88% des hôpitaux de proximité sont des hôpitaux publics, mais on ne va pas refaire l'histoire, c'est ainsi. Et en plus, ils ont un rôle à jouer, comme le disait Christine. Et l'idée, leur ADN, c'est de renforcer le lien qui existe
Et à la fois, d'ailleurs, les dispositions réglementaires qui ont été prises en matière de labellisation des hôpitaux de proximité, ils sont labellisés à la seule condition qu'ils reconnaissent qu'ils aient réellement cet exercice mixte ville-hôpital et que par ailleurs, qu'ils soient conventionnés à ce titre. Et que, de la même façon, les praticiens libéraux qui interviennent ont leur place. Alors, ça existait déjà, hein, mais ça a été formalisé par les textes. Ont leur place dans la gouvernance. Ils participent à la CME, mais aussi aux autres commissions s'ils le souhaitent, et au conseil de surveillance. Et des indicateurs très précis sont fixés en matière d'amélioration de la réponse apportée et aux patients, et les financements sont conditionnés à cela. Autrement, l'hôpital n'est pas labellisé s'il n'y a pas cet exercice mixte. En ce qui concerne ensuite le soutien que peuvent apporter les hôpitaux de proximité, alors vous l'avez évoqué, les consultations avancées quand il n'y a pas possibilité de faire autrement, mais aussi la possibilité d'accueillir, enfin moi dans mon expérience professionnelle, et j'ai des tas d'exemples, puisqu'il y a 88% d'établissements qui sont dans notre secteur, combien il y a de situations où, voire même le cabinet de ville a déménagé, il y a une emprise foncière qui a été mise à disposition, des locaux mis à disposition, l'infrastructure, l'informatique, enfin tout est fait sur le plan logistique pour accompagner au mieux. Je ne parle pas de ce que vous évoquez, qui reste quelque chose à régler. Mais en tout cas, nous, établissements, ce que nous pouvons apporter, c'est renforcer et continuer. Et je peux vous garantir qu'en général, ça fonctionne plutôt bien. Et c'était très bien que nous ayons pu enfin obtenir cette labellisation et cette reconnaissance du travail mixte et surtout du rôle et de la place essentielle des hôpitaux de proximité. Merci. Donc moi je pense que c'est important qu'on ne se quitte pas sans évoquer le soutien qu'on attend des fédérations pour nos équipes de soins spécialisées. Désolé, on est en time, mais je pense que c'est important qu'on sache qu'en pensent les fédérations, oui. Parce que c'est effectivement pour nous, médecins spécialistes, c'est un véritable espoir de réorganisation territoriale et d'offre de soins dans les territoires. Tout à fait, j'allais le dire encore une fois, nous avons un besoin collectif de structuration à l'échelle des territoires et au-delà des CPTS, au-delà des équipes de soins primaires, les équipes de soins spécialisées, de spécialité, répondent vraiment, doivent être mises d'ailleurs au premier rang. On le voit bien parce que à la fois avec le virage domiciliaire que nous souhaitons donner de façon plus importante et qui est une attente des personnes âgées et la prise en charge des patients, des personnes en situation de handicap. Donc ces personnes qui ont des parcours complexes ont des besoins et notamment besoin de spécialités. Donc avoir une structuration, une organisation des spécialités, nous pouvons dire que au contraire, nous ne pouvons qu'être favorables à cela. Et puis, collectivement, nous avons à répondre aux grands défis du grand âge. Et je crois qu'il n'y a comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte que les consultations de spécialistes, les soins de spécialité soient organisés au mieux pour ces populations pour lesquelles les parcours sont de plus en plus complexes. Oui, donc nous sommes plutôt favorables et très favorables à cette structuration. Quel soutien à ce stade? Vous nous demandez, parce que si on dit quelque chose, vous allez nous dire l'hôpital, attention, l'hôpital s'occupe de la ville, c'est pas l'hôpital d'aller organiser la ville. Alors nous sommes ouverts à toutes et tous sur les territoires et au plan national. D'ailleurs, nous discutons avec l'ensemble des fédérations. Alors, je ne sais pas si elles sont structurées en fédération, je ne sais pas si... Non, mais donc pas de souci. À la fois sur les territoires, les fédérations régionales de la FHF, sont là, donc on peut échanger, travailler ensemble, et puis au plan national, à votre disposition pour aborder comment vous imaginez les choses et comment vous souhaitez qu'on puisse effectivement vous aider. Autant on voit bien sur l'hôpital de proximité ce qui a été fait, autant on voit bien aussi qu'aujourd'hui on a des difficultés d'accès à certaines spécialités. Moi, je peux que saluer le fait que vous vous organisiez, vous structuriez en ce sens, et on sera à vos côtés si vous le souhaitez. Alors, la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on apportera aussi le soutien qui est nécessaire. C'est une question qui est tout à fait importante. De toute façon, il y a un lien, alors il y a un double lien, ça dépend de la maille territoriale. Si la maille territoriale est assez large, enfin, ça dépend de la spécialité hein, finalement aussi. Hein. Si c'est assez large, donc c'est vrai que les FHP en région peuvent appuyer un certain nombre de projets et apporter, je dirais, des appuis logistiques,
d'organisation, de secrétariat, etc. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. Après, c'est des mailles qui sont beaucoup plus locales et avec une interaction d'organisation dans la prise en charge du parcours avec les établissements. Naturellement, bien sûr, il doit y avoir une discussion qui s'engage avec les établissements et un appui des directeurs d'établissement qui sera forcément acquis. Je pense qu'il n'y a aucune difficulté en la matière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt le manque d'expérience encore. Finalement, c'est quand même assez novateur. Donc, tout le monde a besoin maintenant de voir exactement, de façon très opérationnelle, qu'est-ce que ça va donner et quels sont les sujets qu'il faut traiter pour la réussite des équipes. On a beaucoup de mal actuellement à avoir une visibilité sur des ASS. On en parlait ce matin avec le ministre, parce que les financements ne sont pas fléchés et qu'actuellement, les spécialistes sont un peu dans l'expectative de savoir si c'est des dispositifs qui ont fait être financés de manière pérenne, en particulier pour l'aide logistique dont ils ont besoin pour gérer, ce qui fait qu'on en fait peu de pub, parce que en fait, par ARS, actuellement, c'est des enveloppes tout à fait restreintes, et on nous a confirmé que c'était 150 000 € à peu près par ARS, et ça veut dire que c'est que quelques équipes qui seront accompagnées actuellement. Mais on est au cœur de dispositif, et c'est important que les fédérations soient à nos côtés, parce que forcément, il y aura des interférences avec les établissements. Oui, alors, je ne sais pas si on a encore le temps, je parle sous le contrôle. Time out, a dit Marjorie. Time out, bon. Alors, 2 questions rapides. Merci. Bonjour, Frédéric Dulorme, présidente de l'URPS de la Guadeloupe et pédiatre. Je vais un peu faire une question qui est plus une remarque qu'une question. Par rapport aux travaux qu'on a engagés avec les autres URPS sur le sujet des ESS, une des questions qui se posait, c'était justement pour favoriser le parcours des patients, cette problématique finalement de l'ESS monospécialité qui pour nous n'est pas forcément l'idéal et approprié, puisqu'en fait si on parle vraiment de parcours du patient, au final dans certaines problématiques médicales, autour de certaines pathologies, on aurait plus besoin finalement de travail en plurispécialité autour d'une problématique dans les ESS. Donc ça aussi, je ne sais pas comment vous l'avez envisagé au niveau d'un éventuel soutien des fédérations. Voilà. Ça c'est pas un sujet qu'on a vraiment traité. Mon avis personnel, c'est qu'il faut qu'il y ait les deux, mono et pluri. Donc, mais bon. Jean-Baptiste, je peux parler? Encore une question? Oui. Juste pour te répondre, Frédéric, d'abord, le mono et le plurispécialité a été changé, puisque je parle sous le regard du directeur général. On a changé, ça peut être pluri. Donc, en fait, je suis président d'une ESS de neurologie en PACA, dans le Vaucluse, qui viennent juste de démarrer. Je crois que c'est la 4e de France et la première en région. Et l'idée des ESS, et je crois que c'est vraiment le message qu'il faut qu'on donne, c'est favoriser l'accès aux soins dans la spécialité ou les spécialités, fluidifier le parcours de soins entre le médecin traitant, le spécialiste de ville et les établissements de santé. Et donc c'est ça mais comme l'a dit Jean-Baptiste, il faut qu'on ait les moyens pour initier ça, parce que je pense que demain, l'ESS, ça sera le système du parcours de soins de spécialité. C'est une évidence, et de la réponse aux soins non programmés. Merci. Non, juste Jean-Baptiste. Tu voulais conclure, Thierry, c'est ça? Oui, je pense qu'on ne prend pas toujours le micro pour poser des questions, mais aussi pour réaffirmer des choses importantes. On a écouté le ministre, on a écouté un DG d'ARS tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis généraliste, mais je porte effectivement, je soutiens les projets d'ESS qu'on a sur notre région. Demain, on est en train de... tu posais la question à ces dames et leur fédération sur le soutien qu'on attend d'elles. Je pense que c'est un soutien évidemment très large, mais qu'il faut qu'il dépasse cela. Le ministre nous parle de 30 millions de fléchés, mais on voit bien que ce n'est pas très fléché. C'est fléché oui, sur l'ensemble des on est d'accord. C'est qu'aujourd'hui, si on ne sécurise pas les spécialistes qui aujourd'hui s'engagent, et ça c'est notre rôle, nous d'Union, on met des financements propres pour les accompagner au départ. Si c'est pas starter, c'est starter, c'est pas pérenne, on va les perdre. Et aujourd'hui, on savonnera la planche de la désertification, car c'est le dernier salut pour demain se battre en XOS pour de l'installation de matériel lourd dans des territoires en difficulté. Les jeunes généralistes, pour les chocs d'attractivité qu'ils demandent, ils veulent des spécialistes de proximité ou des équipes de soins spécialisées en accès. Ils veulent des outils, des IRM et des outils de médecine nucléaire ou de radiothérapie dans les territoires, car vous avez tout à fait raison, le vieillissement, le handicap
et les inégalités territoriales. Si on veut combattre cela, il faut vraiment qu'on réponde aux ESS de façon majeure et forte. Bon, merci. On va conclure là-dessus. Je suis désolé, mais on a déjà bien débattu sur les sujets. Et je vous remercie d'être venu à Marseille pour nous aider dans nos travaux.